Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les Jeudis de la Formation. Nous répondrons à toutes vos questions dans la deuxième partie de cette émission. Nous sommes en guerre ouverte depuis les années 40 et la riposte de l'humanité face au péril bactérien. Une guerre, d'abord, du moins le croyait-on, gagnée à plat de couture grâce aux antibiotiques. Un sentiment de suffisance du corps médical devant une arme aussi parfaite. Mais l'homme devrait savoir que les armes parfaites n'existent pas, que l'infiniment petit n'est pas infiniment bête, que tous les microbes ne doivent pas être considérés de façon identique et que la résistance sait parfaitement s'organiser. 2 étapes, victoire apparente, puis résistance très organisée, et la troisième, demain, troisième round, meilleure gestion, mais de tous, car l'attitude n'est pas unique, nouveaux antibiotiques, voire nouvelles thérapeutiques. On va répondre à tout cela avec notre invité, qui est le professeur Jean-Paul Stahl, infectiologue et chef du service d'infectiologie au CHU de Grenoble. Je vous rappelle que vous pouvez dès maintenant poser vos questions à nos invités grâce à la boîte de dialogue située en dessous de votre écran. Jean-Paul Stahl, bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais commencer en disant que les médecins, nous les médecins, on a une relation ambiguë avec les antibiotiques. Vous êtes d'accord ? Oui, c'est une relation très, très ambiguë. C'est-à-dire qu'à la fois, on adore les antibiotiques parce que c'est des molécules qui sont assez faciles à utiliser, finalement qui ont peu d'effets secondaires quand on regarde la masse des prescriptions, et une relation ambiguë parce que trop c'est trop. Et il faudrait que nous ayons plus de discernement dans notre prescription pour amener, pour réduire le péril qui nous menace et dont on va parler. Oui, donc il y a une espèce d'amour-haine d'une certaine façon. Et d'ailleurs, on a le même sentiment chez les malades, parce que ceux qui ont été guéris par des antibiotiques sont prêts à dire... vraiment chanter les louanges, alors que tous les autres disent attention, docteur, ne me donnez pas d'antibiotiques. Ne me donnez pas d'antibiotiques, oui, qui est tout aussi dangereux. Alors oui, et ça vient de... C'est l'image... Il y a une confusion dans les images, les informations qu'on a données, ça peut pas être organisé. Il y a le travers des antibiotiques, c'est pas automatique, pour remonter à la première campagne sur le sujet, où effectivement il ne faut pas basculer dans l'inverse, c'est-à-dire les antibiotiques jamais. C'est simplement, il faut prescrire comme il faut. Vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de commencer cette émission par des banalités invraisemblables et que ceux qui nous regardent vont dire ils ne vont pas nous refaire encore. C'est tout à fait possible et le bon usage des antibiotiques, c'est une succession de banalités. Alors, vous remontez à les antibiotiques, c'est pas automatique. Moi, je vais remonter un peu plus loin parce que quand même, on dit que les antibiotiques, après la guerre, c'est un des progrès les plus importants du XXe siècle. Alors, comment on peut dire un des progrès les plus importants du XXe siècle et puis donner une image de désastre? Alors, c'est un des progrès les plus importants du XXe, je dirais même plus, c'est un des progrès les plus importants de l'humanité. Quand même, il faut se rappeler ce que c'était que l'épidémie de peste. L'épidémie de peste qui est revenue, on en parle un petit peu. Ça reste 2-3 cas. Ça n'a plus aucune commune mesure à Madagascar. Il faut rappeler que c'est une maladie infectieuse qui a tué la moitié de l'Europe. À une époque. La moitié du continent européen a été éradiquée, si on peut parler comme ça, par une maladie infectieuse qui maintenant se traite avec 10 jours d'antibiotiques. Oui, complètement sans. Complètement. Et on pourrait rajouter que, peut-être en Europe, on s'est fait mal avec la peste, mais qu'on a fait mal un peu ailleurs avec le typhus, tout ce que la tuberculose qu'on a emmené un peu partout dans le monde. Voilà, on peut parler également de la tuberculose, qui a marqué le 19e siècle et la première moitié du 20e, avec une maladie terrible qui a même donné lieu à une littérature abondante. Je pense ou à la musique. Traviata, c'est l'histoire de la tuberculose quand même. Tuberculose, peste, lèpre, typhus, fièvre typhoïde, on a l'impression que florilège de désastres qui, quand même, sont à mettre dans la colonne. C'est le passé, c'est l'histoire. Et de mettre dans la colonne victoire. Ah, mais c'est incontestable. Donc, on nuance le désastre. Alors, je lisais en préparant cette émission deux chiffres qui sont intéressants. Vous avez idée on estime qu'en 50 ans, les antibiotiques ont augmenté l'espérance de vie, à ceux qui en avaient accès, bien évidemment, de 10 ans. Ça vous paraît être un chiffre? Ça me paraît assez logique, oui, pour les raisons qu'on vient de citer. Il n'y a aucun traitement qui arrive au même résultat. Alors, je n'ai pas les statistiques sur les autres traitements, mais il se dirait que les anticancéreux n'ont pas la même performance. Non, les anticancéreux, c'est 100%. Un médicament qui guérirait 100% des cancers n'augmenterait l'espérance de vie que de 5 ans.
C'est quand même Vous êtes des hommes heureux, vous, les infectiologues. À tel point qu'à un moment, devant le succès des antibiotiques, il a été question, il traînait dans les couloirs ministériels décideurs, comme on dit, que l'infectiologie ne servait plus à rien et que c'était fini. Oui. Alors, justement, imaginons un monde sans antibiotiques. Aujourd'hui, on verrait revenir, ça serait quoi? On verrait revenir les... C'est le Moyen-Âge. On tomberait au Moyen-Âge. On retombe au Moyen-Âge avec quelques notions d'hygiène en plus, un petit peu améliorées, mais au niveau épidémique, on peut parfaitement retomber exactement dans les mêmes scénarios. Alors on va rester un petit peu dans ce qui peut paraître banal, mais on vous entend toujours dire, à votre place, Jean-François, la clinique reste essentielle. Bon. Ceux qui disent ça, généralement, n'en font plus. Mais là, en l'occurrence, l'infectiologie de tous les jours, de ceux qui nous regardent, ça ne pourrait pas aider un petit peu, ne serait-ce que, par exemple, faire la différence entre la bactérie et le virus, rien qu'avec les mains, avec le stéthoscope? Ah si, incontestablement. Il y a une différence qui peut être faite pour peu qu'on soigne un petit peu l'examen clinique. Ouais. Malheureusement, on a un peu l'impression... Alors, c'est mon grand âge qui me fait dire ça, mais on a un peu l'impression que ça devient quelque chose de délaissé par les étudiants en médecine. Mais pas qu'en infectiologie. Hein, non, partout, en règle générale. Absolument partout, en règle générale. C'est quelque chose qui, au profit de la technologie. Oui. Et il est quand même toujours beaucoup plus rassurant de se fier à un écran, à un chiffre, à un algorithme, plutôt qu'à ses mains. Oui, mais malheureusement... C'est pour ne pas être taxé de discours de passéiste, enfin dire de mon temps, un petit jeune, on savait faire un diagnostic. C'est quoi la grande différence? On peut peut-être alerter sur le pic de fièvre est plus important Non, alors la fièvre, c'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est d'abord très important, c'est faire le diagnostic. Qu'est-ce qui sent le virus, par exemple? Ce qui sent le virus, c'est la conservation de l'état général, comme on dit, c'est-à-dire l'état de forme du patient. Et de façon encore plus pragmatique et de façon encore plus précise, les trois organes vitaux. Les trois organes vitaux qui sont le cœur ou la circulation, le poumon et le neurologique. Dès lors qu'il n'y a pas d'atteinte de ces organes vitaux, on peut déjà être très très rassuré. Et en tout cas, prendre son temps pour réfléchir. On ne peut pas dire que la grippe, ce soit une maladie où on soit bien. Et Oui, mais on peut quand même, avec une analyse clinique relativement simple et avec une radiographie, c'est vrai, faire assez facilement une bonne différence avec une pneumonie à pneumocoque, par exemple. Et puis l'infectiologue rajouterait la notion d'épidémie qui quand même aide bien. Plus l'épidémie en cours. Bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de prescriptions d'antibiotiques pendant les épidémies de grippe. Oui, bien sûr. C'est même un pic de prescription. Et totalement justifié? Partiellement justifié. Partiellement justifié, parce qu'il est vrai que la grippe chez des personnes particulièrement fragiles peut se compliquer d'infections bactériennes, et là, il n'est pas illégitime de proposer des antibiotiques. Alors, une quinzaine d'années, vous les infectiologues, vous avez fait d'un seul coup, vous avez des campagnes sur les tests biologiques d'aide au diagnostic. On n'en parle plus. Pourquoi? Alors, on n'en parle plus pour une raison toute simple, c'est que le succès, parce que ça a été un succès, avec une diminution de grossièrement 20% de la prescription, qui est quand même assez considérable dans les infections respiratoires hautes. Donc cette campagne a été organisée auprès de tous les médecins généralistes par la Sécurité sociale, par la CNAM, et financée comme telle. Et puis, voilà, c'est le problème du one-shot. Et on a estimé à l'époque qu'avoir fait une campagne, donc vous dites, c'était fait pour 10 ans. Vous dites à ceux qui nous regardent, c'est hyper important, il faudrait qu'on en reparle, parce que depuis 10 ans, il y a plein de nouveaux médecins qui sont arrivés qui peut-être... Bien entendu. Donc, alors c'est quoi grosso modo Alors tous les tests de diagnostic rapide, qui maintenant se sont développés de façon beaucoup plus importante, sont susceptibles d'influer sur la prescription et surtout sur la non-prescription des antibiotiques. Tout ça devrait être... Alors, la victoire, et on avait raison d'y penser quand on voit toutes ces maladies qui ont presque disparu. L'euphorie, elle se justifiait moins. Qu'est-ce qui n'a pas été assez bien fait? Ce qui n'a pas été assez bien fait, c'est peut-être la pédagogie sur le risque de la surprescription. Et on s'en est aperçu peut-être un peu trop tard.
C'est-à-dire que l'antibiotique marchait tellement bien, a tellement agi sur les épidémies que c'était vraiment quelque chose de miracle, et prescrit à tout bout de champ, au cas où. Et c'est au cas où qui est devenu délétère. La prise de conscience, elle date de quand, grosso modo? Elle date d'il y a maintenant une bonne vingtaine d'années. Ce qui n'est pas beaucoup, en fin de compte. Ce qui est peu dans une échelle. Alors, on a aussi dit, ça coûtait tellement peu cher, les antibiotiques, qu'on n'avait pas... Alors, c'est le message inverse de ce que nous dit notre assurance maladie, mais... Non, les antibiotiques, ce n'est pas des médicaments chers. Ça ne l'est en tout cas plus de façon claire et définitive, puisqu'ils sont maintenant quasiment tous génériqués. Donc, le coût n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est le coût écologique. C'est-à-dire l'impact sur la flore bactérienne. Ça, c'est un vrai problème. Personne n'avait tiré le signal d'alarme Si, bien entendu. Ça a été tiré de nombreuses fois, de multiples occasions. Je parle il y a plus de 20 ans, hein, 30-40 ans. Bien entendu, parce que tout simplement, les premières prescriptions de pénicilline marchaient sur le staphylocoque. Et on s'est aperçu très très vite que le staphylocoque devenait résistant. Donc les résistances sont arrivées assez tôt, en fait. Ah, mais elles sont arrivées très très tôt. On va y revenir. Alors, il y a le succès se traduit malheureusement par les autres prescriptions, et on dit toujours que les médecins sont les plus responsables, mais dentistes, vétérinaires et agroalimentaires. Dans l'alimentation du bétail. En tout cas, oui, le tonnage en quantité, le tonnage est beaucoup plus important dans ces secteurs qu'en médecine humaine. Ça continue, mais avec d'énormes progrès, il faut le dire. Et en particulier dans le monde vétérinaire, où vraiment, il faut quand même saluer la prise de conscience et les décisions positives dans ce sens qui ont été prises, mais récemment. Et donc, l'impact n'est pas encore forcément très visible. Alors après cette victoire qui aurait dû être plus modeste ou du moins analysée, arrive la résistance. Hein, c'est classique comme l'antibiorésistance. 10 000 décès par an en France, vous confirmez? C'est un chiffre, il est difficile de dire ça. C'est-à-dire, est-ce que... Il est dans toutes les publications. Il est dans toutes les publications. Il y a au milieu de ces 10 000 des décès liés aux comorbidités chez des patients qui étaient infectés par des bactéries multirésistantes, donc difficiles à soigner, et avec éventuellement des traitements plus toxiques et plus compliqués à administrer. Mais bon, voilà, c'est une base de réflexion qui est à peu près solide. Elle était prévisible. C'était prévisible. C'était prévisible. C'était prévisible. On en connaît le mécanisme. Le mécanisme, il est tout simple. C'est que les bactéries s'organisent, sécrètent ou se modifient pour résister aux antibiotiques qu'on leur propose. L'antibiotique a aussi un deuxième... Ça, c'est la bactérie qui réagit. Et puis, il y a un deuxième mécanisme qui est la sélection des bactéries résistantes au milieu d'une masse de bactéries. On tue toutes celles qui sont sensibles et on ne garde que les résistantes. Et celles-là, elles prolifèrent et une fois qu'elles sont installées, elles restent. Et oui, la mémoire de la résistance reste dans ces bactéries-là. Absolument. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas, c'est peut-être naïf comme commentaire, mais agir sur la résistance, le mécanisme de résistance, plutôt que sur la bactérie, c'est-à-dire Il faut faire certainement les deux. Les mécanismes de la résistance, finalement, c'est les produits qui s'appellent les inhibiteurs de bêta-lactamase. En fait, ce sont des boucliers enzymes de destruction des antibiotiques, ces enzymes sécrétées par les bactéries. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui agit sur la... On peut être un peu surpris que ça n'ait pas avancé quand on voit comment en cancérologie, le mécanisme intime de la cellule cancéreuse a été analysé. Bactéries, c'est quand même pas non plus... C'est quand même si c'est intelligent, ça reste... quelque chose de facilement... Oui, c'est tout à fait analysable. Il y a la recherche est en cours, fondamentale, je veux dire, est en cours sur de nouvelles cibles potentielles pour des antibiotiques. Il y a quand même un écueil, c'est que ces cibles, ce sont des cibles cellulaires, d'une certaine façon, et l'antibiotique pourrait... D'ailleurs, beaucoup d'anticancéreux sont en fait des antibiotiques, pourraient agresser les cellules humaines. Donc là, il y a un problème de réglage qui se fait.
Puis aussi, il faut dire que la recherche industrielle sur les antibiotiques n'est plus assez développée. Oui, alors ça, on va y venir un peu plus tard dans les c'est une sonnette d'alarme qu'on tire depuis longtemps. Alors, les Suédois viennent d'identifier 76 gènes impliqués dans l'antibiorésistance au carbapénème. Vous pouvez nous expliquer ça un peu? Oui, c'est simplement que la bactérie contient les mécanismes de résistance et il suffit de les démasquer ou de les stimuler pour qu'elles deviennent résistantes. Donc à partir de là, c'est une composante comme il y a des individus blonds ou bruns, etc. La bactérie contient les gènes et si on lui donne l'occasion de les exprimer, ma foi, on a à ce moment-là la bactérie résistante. Alors on va revenir à la pratique quotidienne aux infections nosocomiales. On sait combien ça coûte, combien le nombre, la gravité. Oui, il y a une espèce de surveillance. Au niveau national, c'est des estimations, mais par contre, au niveau hospitalier, c'est très clairement suivi, je dirais presque malade par malade. L'OMS dit 25 000 décès en Europe, dernier chiffre. Oui, c'est des chiffres qui sont tout à fait cohérents. Qui ne correspondent pas aux 10 000 France, parce ça devrait, si on applique juste une simple règle de population, soit les Français sont très mauvais, soit il y a un des deux chiffres qui n'est pas bon. Il y a un des deux chiffres qui n'est pas bon, et c'est sans doute le 25 000 en Europe qui est pas sous-estimé. Quelle bactérie, quelle localisation, les infections nosocomiales surtout? Alors, les infections nosocomiales, c'est tous les sites où il y a eu de la chirurgie, tous les sites où on a mis un cathéter, c'est majoritairement ça, les sites d'infection nosocomiale. Oui, on aurait pu imaginer que comme c'est toujours au même endroit, les précautions vont être plus importantes. Ce qui est le cas ou pas? C'est le cas. Quand même, depuis maintenant de nombreuses années, avec l'instauration des CLIN, les équipes opérationnelles d'hygiène, la lutte, comme on dit, contre les infections nosocomiales s'est considérablement améliorée. On dit, c'est la bonne volonté de toutes ces trucs, mais versus la réalité, c'est pas forcément... Ça marche, ça marche, mais il faut quand même être bien conscient que obtenir 0 infection nosocomiale est impossible. C'est absolument impossible. Il y a juste une chose qu'il faut rappeler, c'est que l'individu, l'être humain, est fabriqué de plus de bactéries que de cellules humaines. C'est-à-dire que nous hébergeons plus de bactéries que de cellules. Ce qui veut dire que toute agression, quelle qu'elle soit, de l'individu est susceptible de favoriser la multiplication de ces bactéries. Et d'où fabriquer une infection, en l'occurrence nosocomiale. Alors, je voulais juste vous raconter une anecdote. J'ai vu récemment quelqu'un d'assez âgé qui me disait avoir vu son médecin venir chez lui, parce qu'après avoir refusé pendant longtemps de se déplacer, se redéplacer à nouveau compte tenu de l'état de sa malade. Et cette personne me disait... autrefois, quand le médecin arrivait chez moi, la première chose qu'il me demandait, c'était un morceau de savon et une serviette propre. Eh bien, ceux qui viennent, ils ne savent pas les mains à l'arrivée ni au retour. Alors, est-ce qu'on est dans l'histoire de chasse ou est-ce qu'on est quand même dans quelque chose sur lequel il faut réfléchir? Les deux. Les deux. Les deux. J'espère que c'est une histoire de chasse. Parce que vous pensez que tous les médecins, quand ils arrivent chez leur malade, demandent un morceau de savon et une serviette propre? Non, je ne dirais pas tous. Par contre, ils se promènent avec les bouteilles de solutions hydroalcooliques. C'est ce que mes amis médecins m'ont dit. Oui, mais la serviette, c'était à ton époque. Maintenant, on a des solutions. Voilà, c'est des solutions hydroalcooliques. Et donc, c'est indispensable. C'est indispensable, bien sûr. D'accord. Alors, il existe 10 000 molécules d'antibiotiques connues. Ça aussi, ça m'a surpris. Ça fait de la marge. Oui, c'est 10 000 molécules, mais ça ne veut pas dire que tout arrive chez l'être humain. On dit juste une centaine. Il y a énormément d'évaluation du risque, de toxicité, de pharmacocinétique, et puis d'efficacité par rapport à l'existant. D'accord. Toxique, biodisponibilité insuffisante, instable. Est-ce qu'on ne pourrait pas quand même accepter plus d'effets secondaires, puisque maintenant on demande de l'efficacité? Je suis assez d'accord, et c'est en fait ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on risque plus d'effets secondaires quand on utilise certaines molécules un peu anciennes, mais qui sont des antibiotiques de dernière ligne, les dernières possibilités. Quand je dis anciennes, c'est qu'elles étaient abandonnées, comme la colimycine par exemple, qui était abandonnée parce que trop toxique. Quelquefois, on est contraint de l'utiliser malgré sa toxicité. C'est parce qu'on n'a pas mieux. Ceci dit,
les effets secondaires du médicament, actuellement, n'ont pas bonne presse. Oui, mais enfin, les infections nosocomiales non plus. Donc, si vous voulez, ce sont des choses qui peuvent s'expliquer. Justement, les effets secondaires des antibiotiques, le plus connu, le plus classique, c'est l'allergie. C'est l'allergie. Bon, ça, on peut Et effectivement... dans 99,5% des cas ou moins, est parfaitement bénigne. Bénigne, et puis de toute façon, on sait réagir. La surdité d'autrefois, tout ça, oui, ça on maîtrise beaucoup mieux. C'était lié à la prescription des aminosides, oui, qui n'ont plus leur place en ville. Donc là, c'est clair. Et dans les hôpitaux, qui sont prescrits différemment, et ce qui permet d'éviter maintenant une grosse partie de la toxicité. Les moins connus, les insuffisances rénales, les atteintes rénales, ouais, et les atteintes hépatiques, qui sont les... J'allais dire, dans tous les médicaments, il y a toujours un moment, ça se termine dans le rein ou la foie. Bah oui. Forcément, puisque ce sont les voies d'élimination de la molécule. Donc les antibiotiques n'y échappent pas, voilà. Mais il n'y a rien pas d'alerte à donner en pression. Non, il n'y a rien de c'est nouveau. C'est des médicaments très bien maîtrisés par le médecin de famille. Oui, et puis avec une marge de tolérance très importante. Vous n'aimez pas quand je dis médecin de famille, donc par les médecins en règle générale. Voilà. Les interactions médicamenteuses, pour finir. Alors, interactions médicamenteuses, là encore, elles existent, en particulier avec des molécules comme la rifampicine, qui est un médicament antituberculeux, avec les anticoagulants, par exemple, ou avec les pilules anticonceptionnelles, il faut le savoir. Ouais. Mais elles sont relativement rares. Tout ça, tolérance et peu d'interférences. C'est des contre-indications absolues, pilules et... Ce n'est pas des contre-indications absolues, mais c'est au moins le prétexte à une information. Oui, au moins pas, oui. Minimum. Minimum, effectivement. Alors, on a dit 3 étapes. On a vu les 2 premières, la victoire et la résistance. Hein. Maintenant, c'est demain, c'est-à-dire que là, on est dans un état d'équilibre ou pas? Non, on n'est pas dans un état d'équilibre, on est dans un état de progression de la résistance. Ah donc là, non seulement la guerre, c'est pas une victoire, mais ça pourrait se transformer en défaite si on fait pas disons attention. qu'on a ralenti l'ennemi, ouais, mais il n'est pas vaincu et il ne le sera jamais. Il faut bien avoir conscience de ça, il ne le sera jamais. Les bactéries et les virus ont précédé l'humanité sur Terre et ils nous succéderont. Ouais. Donc éradiquer les bactéries de la surface de la planète, c'est même pas de la science-fiction. Oui, c'est impossible de toute façon, impossible. Ne serait-ce que pour... et ne serait-ce que pour notre équilibre à nous. Notre équilibre et notre digestion, donc tout ça, simplement. C'est absolument impossible. Donc, mais quand même, vous dites on n'a pas gagné, on ne gagnera pas, donc ça y est, on est conscient. Ralenti, on a ralenti comment? Est-ce qu'on peut ralentir encore? On peut encore sans doute ralentir. On a ralenti d'abord en prescrivant, c'est-à-dire à plus d'épidémie. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, toutes les actions d'hygiène hospitalière ont montré que quand il y a une attitude cohérente et une politique d'antibiothérapie dans les hôpitaux, quand il y a quelque chose de cohérent, on ralentit. Donc ça, c'est clairement démontré. Maintenant, il reste 80% de la prescription où il faut faire quelque chose. C'est la ville, où les médecins sont de plus en plus conscients, mais pas encore assez. Et puis, la recherche est dans un autre domaine, c'est-à-dire essayer de trouver des nouvelles cibles dans les bactéries pour trouver des nouvelles molécules. On va s'arrêter un petit peu là-dessus. Alors, la pharmacopée, on n'a pas grand-chose à attendre. On peut faire du neuf avec de l'ancien. Pour l'instant, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que là, la pénicilline qu'on avait arrêté de prescrire, on la represcrit? Pas la pénicilline, mais finalement, c'est des dérivés de la pénicilline et on vit avec... On n'est pas encore à revenir au premier... Non. Celui sur lequel on est revenu, c'est la colimycine, qui était vraiment abandonnée et qui est represcrit dans les cas ultimes. Il y a quand même des nouveaux. Je parlais tout à l'heure des carbapénem, c'est des nouveaux antibiotiques. Ils ont quelle vieillesse, je veux dire, ou quel âge? C'est des antibiotiques qui ont, pour le premier d'entre eux, j'ose plus dire, mais qui doit avoir 25 ans maintenant. Le plus récent des antibiotiques a 25 ans? Non, la famille la plus récente, chez les bêta-lactamines, elle a 25 ans. 25 ans. Et là, vous n'avez pas, dans vos congrès, l'annonce d'une nouvelle molécule, ce qui fait vraiment la richesse de tous les congrès dans les autres disciplines, ce n'est pas le cas chez vous? C'est le cas, mais en petites améliorations de molécules déjà existantes.
Mais pas de révolution avec, ça y est, la molécule qui va apporter les solutions. Quand même, si on fait une analyse financière, on nous dit que l'industrie pharmaceutique cherche des micro-niches, va chercher des produits qui sont certes ne soignent pas beaucoup de monde, mais sont très très chers. On peut imaginer qu'un antibiotique qui résolverait le problème de l'antibiorésistance, ça ferait fortune. Donc, comment ça se fait? Comment vous expliquez qu'il n'y a pas de recherche là-dedans? Non, c'est simplement que les antibiotiques ne sont pas assez chers. C'est pas parce qu'ils sont pas assez chers, donc ils gagnent pas assez d'argent, donc ils cherchent pas. Donc il n'y a pas de recherche. Mais il y a des domaines où ils ont encore rien gagné, où ils recherchent beaucoup Bien entendu, mais la perspective de retour sur l'investissement est trop faible, compte tenu du prix actuel accordé aux antibiotiques. Donc, il faudrait dire, le message de nos gouvernants, c'est de dire, si vous dites qu'un jour vous payez très cher les antibiotiques, vous allez avoir une recherche qui va recommencer. Il y a quelque chose. En tout cas, ça passe par là. Ce n'est pas le seul moyen. C'est un peu cynique quand même. Pour faire de la recherche, il faut payer des gens. Pour payer des gens, il faut de l'argent. D'accord. Donc, c'est obligatoire. Ce n'est pas la seule piste de réglementation sur les antibiotiques qu'il faut explorer, mais ça c'en est une. Comme on n'a pas de pétrole, nous, on a des idées pour reprendre les soins. Vous allez encore nous ressortir les recours de bonnes pratiques, usage raisonné? Bien entendu. Détailler un peu, parce que sinon on s'en pointe dans un enthousiasme tellement important. C'est la base. C'est-à-dire la recommandation, c'est de prescrire des antibiotiques sur une infection bactérienne, tout simplement. La notion de bactéricide, bactériostatique, ça reste... Disons que pour la médecine ambulatoire, la médecine en ville, ça n'a pas une importance considérable. Pour ce qui est de la médecine hospitalière avec des patients graves en choc septique, là c'est autre chose. C'est un autre domaine. Mais pour ce qui est de la médecine, je dirais, la plus courante et la plus... où il y a le plus besoin d'antibiotiques, non, c'est pas une notion qui est fondamentale. Alors, on va revenir un petit peu à la futurologie, à la recherche. On a commencé par des antibiotiques naturels, puis on les a dessinés on a dessiné des molécules à partir des premières. On peut continuer à dessiner des molécules qui vont... On pourrait. C'est ça la voie de recherche qu'on va On pourrait, bien sûr. Les fluoroquinolones ont préfiguré ça. C'est des molécules entièrement synthétiques. Et un nouveau concept, alors là, comme l'onco-immuno qui arrive en cancérologie, est-ce que dans vos congrès, vous sentez poindre peut-être des nouveaux concepts, ou alors on est encore là dans... Non, on voit arriver maintenant des essais avec des anticorps monoclonaux, par exemple. Il y en a même un qui est passé récemment à la commission de transparence pour le traitement d'une infection digestive à Clostridium difficile. Donc on voit poindre ce concept et on rentre effectivement dans l'immunologie d'une certaine façon. Ouais, j'ai l'impression que dans la plupart des disciplines, on y va tout droit. C'est un des points de développement importants. Alors, on va revenir à la pratique. Vous savez, je passe de l'histoire au présent et au futur. C'est quoi l'ordonnance type du médecin généraliste? D'abord, il prescrit quand, quoi, mono, bi, tri, quadrithérapie? Je dirais que la majorité des médecins prescrivent des monothérapies, antibiotiques, j'entends. Ouais. La majorité, pas toujours, mais la majorité, la grosse majorité même, il faut le dire. Les plus grosses prescriptions se partagent entre deux familles, les bêta-lactamines, l'amoxicilline par exemple, ou l'amoxicilline plus l'inhibiteur de bêta-lactamase qui va avec, et puis l'autre famille, ce sont les macrolides. Donc vous avez deux familles, c'est quoi les principaux critères de choix là? C'est quand même le site supposé infecté. Je dirais que le macrolide, c'est plutôt le domaine de la peau et de l'infection respiratoire haute, et bêta-lactamine, c'est plutôt l'infection respiratoire basse et l'infection urogénitale, pour faire une sphère. Donc on prescrit quand on suspecte fortement une bactérie, si on a vu. Combien de temps ? Il faudrait essayer de viser les traitements les plus courts possibles. Donc on a sorti... si vous allez me répondre à un certain temps, ça ne me va pas. Donc, disons qu'entre 5 et 7 jours, ça paraît suffisant pour une infection en ville qui ne requiert pas d'hospitalisation. Et à quel moment on doit s'intéresser à ces tests biologiques quand lesquels sont il y en a un qui est validé depuis très longtemps maintenant, qui est le test streptococcique pour les angines. Il y en a d'autres ? Alors il y en a d'autres qui sont en train d'apparaître, qui sont des tests rapides grippe, par exemple, ou des tests rapides pour les infections sexuellement transmissibles, et bientôt pour les infections respiratoires. Donc,
Après, il faut voir comment on peut les utiliser de façon rationnelle en médecine. C'est gérable dans le temps, ça, pour un médecin généraliste? Il faut savoir se donner le temps. Ah oui, mais le malade attend, il y a la Alors, pression. le malade attend, mais je pense que là aussi, il y a une éducation à faire chez les patients. Et commencer le traitement et l'arrêter, c'est une mauvaise erreur, c'est une mauvaise idée. Oui, voilà, c'est le tout de suite Ouais. et pas forcément de la bonne médecine. Dites-moi, l'antibiogramme, ça existe encore? Bien entendu. Parce qu'autrefois, tous les médecins prescrivaient des antibiogrammes. Oui, l'antibiogramme existe. Alors mais quand l'utiliser? Son intérêt, c'est quand on fait un prélèvement pour essayer d'identifier une bactérie. Normalement, il faut savoir si elle est sensible ou pas à ce qu'on en Oui, ça c'est notre théorie, mais en pratique, dans la En pratique, c'est l'infection urinaire. Ouais. La majorité, c'est il y a là où on a l'impression qu'il y a quand même un gap entre vos grandes réunions de consensus et la vraie vie en infectiologie. Alors, il est clair qu'on avait fait une évaluation à une époque, quand j'étais président de la Société savante, de l'impact d'une conférence de consensus. La société savante, on s'appelle la SPILF, la Société de pathologie infectieuse de langue française, qui est partenaire de plein de nos émissions. Donc il faut quand même de temps en temps le rappeler. Donc vous aviez fait... On avait fait une espèce d'évaluation pour savoir comment les conférences de consensus étaient appliquées chez les praticiens. Et on s'est aperçu qu'il ne se passait rien avant 10 ans. Ce qui veut dire qu'il y a une période on va dire, d'appropriation de la part des praticiens. Il faut du temps, peut-être pour qu'ils réfléchissent, qu'ils essayent petit à petit, etc. Et puis surtout, les 10 ans, c'est le temps de mise sur le marché des étudiants. Ce qui veut dire qu'une conférence de consensus, on en est presque à dire, sa utilité majeure, c'est pour l'enseignement. Eh bien, on va passer tout de suite à vos questions. Il y en a une qui est classique. Jean-Paul Stahl oublie comme d'habitude de parler des bactériophages. Ça, je vois qui a pu poser cette question-là. Qui font de véritables miracles sur les infections nosocomiales désespérées. Alors, est-ce que vous êtes aussi vilain que prétend ce commentaire? Parce que c'est vrai que les bactériophages, il y a pas mal de courriers là-dessus, disent attendez, on guérit des infections nosocomiales incroyables, au moins qu'on leur donne leur chance. Alors, la première chose, c'est qu'il n'y a pas de validation par des essais cliniques à ce jour. Mais pourquoi? Il y a des essais cliniques qui ont débuté. Mais je ne peux pas encore vous donner les conclusions. Ouais, c'est un demi-argument, ça, pour moi. Alors, pourquoi il n'y en a pas eu avant? C'est parce que c'est extrêmement difficile à manipuler. Un bactériophage, il est spécifique de la souche que vous avez utilisée. C'est quoi un bactériophage? C'est un virus des bactéries. D'accord. C'est un virus des bactéries et il est spécifique de la souche qui a été isolée chez un patient. Qu'est-ce qu'on appelle un virus des bactéries? C'est comme une grippe de la bactérie qui détruit la bactérie. Ah d'accord, c'est donc une maladie de la bactérie. C'est une maladie de la bactérie. Donc on en a plein dans l'organisme, des bactériophages, paraît-il? Ah oui, bien sûr. Et donc, la théorie est belle, là, tout à l'heure, on cherchait... Non, la théorie est très jolie, mais le problème, c'est que c'est d'une extraordinaire spécificité. C'est le staphylocoque isolé chez monsieur Untel. Il a son bactériophage. Il a son bactériophage spécifique. Donc ça ne peut pas on ne peut pas s'orienter vers une production industrielle. Et comment on peut le savoir c'est que c'est le bactériophage? Après, il y a toute une manipulation, non, mais je veux dire, si c'est pas trop une évaluation bactériologique. Si c'est pas trop difficile à rechercher. C'est difficile. C'est difficile. Alors, ils font quoi ceux qui ont des succès? C'est qu'ils ont eu de la chance de trouver le bactériophage? Non, ils ont eu une organisation clinico-microbiologique ultra performante, c'est de la haute couture, pour des patients bien spécifiques. Mais ça vous explique qu'il n'y a pas d'industrialisation à ce jour. Oui, mais vous n'en parlez même pas dans les pistes pour vous. C'est pour ça que C'est, pour l'instant, pour ce qu'on en sait, c'est trop compliqué pour être une piste de grande dissémination. Bon, vous envoyez directement vos protestations, Jean-Paul Stahl. Ce n'est pas la peine de me les envoyer, parce que je vais y avoir droit encore. Est-ce que les résistances sont différentes d'un pays à l'autre? Oui, absolument. Absolument. Il y a une épidémiologie très particulière. Je prends par exemple le staphylocoque résistant à la méticilline. Aux États-Unis, c'est plus de la moitié des patients qui arrivent aux urgences. Chez nous, c'est 2%. Ouais. Donc il y a des bons élèves et des mauvais élèves de la résistance? Ou alors en quoi ils sont meilleurs élèves que nous? C'est pas une question de bons ou mauvais élèves, c'est une question de dissémination de souches contaminantes, d'épidémie
de staphylocoque en l'occurrence. Donc un malade américain qui arrive dans un bloc français pourrait... On regarde un peu différemment s'il y a besoin de le traiter. Ouais, c'est intéressant ça. Alors, vous avez parlé des dentistes, vous avez parlé de ça, vous oubliez la pisciculture. Oui, effectivement, c'est tout le monde animal, le monde de l'élevage. Et ça sert à quoi ces tonnes d'antibiotiques qu'on déverse ? Elles sont utilisées d'abord pour éviter des épidémies dans les élevages industriels. Autrement, si la perte très importante d'animaux serait évidemment une perte financière. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que certains antibiotiques sont utilisés comme facteurs de croissance. En tuant un certain nombre de bactéries dans le tube digestif, ils favorisent l'absorption de certains nutriments. Alors, le docteur Gragésic, qui est le dentiste de la rédaction de Fréquence M, qui participe aux émissions et qui les prépare, ne va pas être content parce que le médecin nous dit qu'il faudrait vraiment apprendre l'antibiothérapie aux dentistes. La notion de couverture antibiotique est absolument injustifiée. On répond quoi ça ? Alors, la couverture, elle est absolument injustifiée. Ça, on est donc le dentiste qui dit je vais vous mettre sous antibiotiques parce que je viens de vous opérer d'un abcès ou d'un truc comme ça sert à rien. Ça, c'est pas... Ou j'ai peur que vous fassiez un abcès. Plus oui, c'est surtout ça. Ça, c'est pas de la bonne pratique. Ouais. Et on a l'impression qu'ils utilisent des antibiotiques assez anciens. Alors, c'est des antibiotiques anciens la plupart du temps. C'est des macrolides. L'inconvénient, c'est que l'antibiotique qu'ils utilisent assez largement est sous-dosé. Donc, la posologie est insuffisante. Dans la couverture, cette notion de couverture, c'est avec une antibiothérapie la sous-dosée. deuxième démonstration que la couverture ne sert à rien, parce que ça, finalement, il n'y a pas beaucoup de malades qui font quelque chose. Avec un traitement qui, je ne dirais pas que c'est un placebo, mais qui est carrément sous-dosé. Donc, pas de couverture antibiotique, ça on a bien compris. Les traitements sont en général trop longs, mais pendant très longtemps, on nous a demandé de respecter une semaine. C'est vrai, là, vous avez tout à l'heure dit un peu moins. Alors, on peut répondre, ce que le classique dire que la médecine évolue, mais... Absolument, c'est un grand classique, la médecine évolue. C'est-à-dire, évaluer l'efficacité des durées de traitement, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans un essai clinique. Parce qu'il est difficile d'avoir un malade égal à son voisin, et donc la durée est très difficilement évaluable. Moyennant quoi, on est arrivé petit à petit, pour les infections, je dis bien non graves, à des concepts de thérapeutique qui vont entre 5 et 7 jours, et pour certaines pathologies, la semaine ou 2 semaines. Mais les indications sont maintenant assez bien cernées. Alors, on n'a pas assez parlé du poids du malade dans la prescription antibiotique. D'abord, 2 choses, avec 2 éléments, et ça sera la dernière question. Premièrement, ils arrêtent les traitements sans qu'on le sache, et ça, c'est quelque chose que les études ne parlent pas. Et deuxièmement, ils vendent des antibiotiques, et on est bien embêté, on n'a pas les armes pour leur répondre. Oui, il y a certains pour qui, effectivement, on n'a pas, et ça devient très compliqué. Ouais. L'arrêt des traitements, c'est quelque chose que le médecin maîtrise. C'est la médecine en général. Ouais, la médecine en général. Là, il ne faut pas se faire d'illusions. Le malade est donc bien moins compliant que ce qu'on espère. Vous attendez quelle campagne de l'assurance maladie ? L'assurance maladie, on aimerait une campagne sur la durée des traitements. Oui. Ça, c'est vraiment un point très important parce qu'on peut facilement réduire de moitié la quantité d'antibiotiques prescrites en ne changeant pas les indications. Alors si on change en plus les indications, c'est-à-dire on oriente encore plus vers de la bactérie plutôt que du virus, alors là on fait un progrès considérable. Bon, écoutez, on va conclure. Une dernière question. D'ici 2050, les épidémiologistes parlent de 10 millions de morts prévus pour une guerre soi-disant gagnée. La tendance, c'est pas à l'optimisme. Disons un optimisme raisonné. Un optimisme raisonné parce que tous les facteurs annexes s'améliorent par ailleurs. Donc le retour de grandes épidémies meurtrières comme la peste du Moyen-Âge paraît assez improbable. Par contre, d'avoir de plus en plus de patients pour qui on est vraiment en désespérance thérapeutique, ça c'est vraisemblable. Si je dis au général Stahl qu'il y a toujours des effets collatéraux dans la guerre et que les infections nosocomiales est peut-être le prix à payer du succès d'une thérapeutique, est-ce que je suis excessif ? Non, le risque zéro n'existe pas. Donc, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer et qu'il faut essayer de minimiser. L'infection nosocomiale, c'est le prix à payer pour de la chirurgie performante. Alors après, que ce prix soit le plus réduit possible, bien sûr, mais c'est le prix à payer.
Voilà, une conclusion très logique somme toute. Alors je vous rappelle l'adresse mail des Jeudis de la formation pour vos commentaires et suggestions, jdflemoine@gmail.com. Pour revoir nos émissions, il suffit d'aller sur le site fréquencemédicale.com. Il y a aussi une chaîne YouTube, Fréquence Médicale, vous pouvez y aller et en plus vous pouvez la conseiller à certains de gens de votre entourage, personnel soignant qui ne sont pas forcément médecins. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne fin de soirée à tous et en attendant de vous retrouver, portez-vous bien.